Bienvenue à l'École des sciences philosophiques et religieuses, ici au sein de l'Université catholique de Louvain, site Saint-Louis, Bruxelles, parce qu'effectivement, lorsque j'ai eu l'occasion d'inviter pour cette journée notamment Daniel Angler et nos autres intervenants, Charles Gauvry, Antoinette Rouvroy, qu'on entendra tout à l'heure, cette université était encore l'Université Saint-Louis, comme figure sur votre première dia. Il se fait que nous avons fusionné, comme certains le savent, avec l'Université catholique de Louvain, mais nos activités sont toujours bien organisées, celles de l'école en tout cas, sont toujours bien organisées sur le site de Saint-Louis, donc ici dans ces locaux bruxellois. Alors un tout petit mot sur l'école des sciences philosophiques et religieuses, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, ceux et celles. C'est une école à la fois rattachée à Saint-Louis, donc maintenant l'UC Louvain, et en même temps qui jouit d'une certaine indépendance et d'une certaine autonomie tout au long de son histoire, donc une autonomie dans ses choix et dans ses organisations. C'est l'école des sciences philosophiques et religieuses, donc elle est organisée en deux pôles. Un pôle sciences religieuses, dont s'occupe plus particulièrement mon collègue et co-directeur Hugues Dumont, et un pôle de sciences philosophiques qui nous occupe plus particulièrement aujourd'hui et dont j'ai le plaisir d'avoir la charge. Alors, les activités qui sont organisées ont des formats divers et variés. Ça peut être une journée d'études comme aujourd'hui, ça peut être, et c'est le format qu'avait instauré Laurent Van Eyne, qui était mon prédécesseur, ça peut être des chaires de philosophie de 2 jours. Alors là, c'est un peu le marathon philosophique. Pendant 2 jours, on entend la même personne. On a l'occasion de mettre sur le grill, sous toutes ses facettes, les thèses et les hypothèses de ce philosophe ou cette philosophe. Donc ça, c'est un format aussi qui est particulier à l'école et que nous pratiquons encore. Cela peut être la conférence de rentrée ou des conférences d'une soirée, par exemple, des débats et d'autres. Alors nous aurons effectivement plusieurs activités encore cette année-ci, organisées soit par le pôle des sciences philosophiques, soit par le pôle des sciences religieuses. Tous nos programmes, j'en profite pour le signaler, se trouvent sur le site de l'école. Donc vous tapez par exemple l'école des sciences philosophiques et religieuses, espr.be, et c'est vrai que nous mettrons à disposition, Julie mettra à disposition à l'interruption des programmes, parce que nous avons des déplis en papier qui comportent le programme de l'année pour ceux que cela intéresse. Alors, une particularité donc, de l'école, qui a vraiment un statut d'école et pas de laboratoire de recherche, donc nous ne sommes pas un centre ou un laboratoire de recherche, nous sommes une école, c'est-à-dire que nous avons la volonté, tout en gardant une exigence scientifique pointue évidemment, d'ouvrir la recherche d'abord à d'autres publics que le public plus traditionnellement universitaire, et aussi en veillant un équilibre entre des questions, des problématiques, je dirais, plus intemporelles et des sujets de société et d'actualité. Et précisément, notre journée d'études d'aujourd'hui répond à cela, quant à l'exigence scientifique et quant à l'ouverture vers un sujet d'actualité, parce que, je ne vous apprends rien, l'intelligence artificielle est tout particulièrement un de ces sujets d'actualité, qui se développe, une actualité qui se développe d'ailleurs à vitesse extrêmement rapide. D'aucuns d'ailleurs, dans le monde des technologies, dans le monde de l'informatique, considèrent que nous, universitaires, et en particulier en sciences humaines, avons peut-être une longueur de retard par rapport au progrès scientifique et technologique. Alors quand je dis actualité toute récente, par exemple, là vraiment les médias ces derniers jours m'en fournissent un bel exemple. Ce 9 décembre dernier, l'Union européenne a adopté un accord dit historique de régulation de l'usage de ChatGPT et de l'intelligence artificielle, accord visant précisément à créer une sorte de bon compromis entre la nécessité de l'innovation technique et en même temps la nécessité de réguler un minimum et notamment de protéger les données et les droits fondamentaux, et j'ajouterais peut-être même l'espace de l'intime, en suivant en cela la conviction du psychanalyste Gérard Wachsman dans L'œil absolu, qui prône une défense de l'espace de l'intime, parfois très envahi. Donc c'est un exemple, cette régulation européenne, qui montre que non seulement il n'y a pas un jour où on n'entend pas parler de l'intelligence artificielle, mais même que l'intelligence artificielle a en fait complètement infiltré nos outils et même nos pratiques les plus quotidiennes. Autrement dit, l'intelligence artificielle, on vit dedans aujourd'hui.
Alors pour cette journée d'études, nous avons choisi de donner un angle d'approche particulier parmi cette très large question de ce qu'est l'intelligence artificielle, de ce qu'elle peut, de ce qu'elle doit être éventuellement. Notre angle d'approche spécifique est un angle d'approche philosophique évidemment, qui consiste à interroger précisément cette notion d'intelligence dans le syntagme d'intelligence dite artificielle. Nous avons placé notre petit texte de cadrage que vous avez sur la première page des programmes. Nous l'avons placé sous l'égide d'Alan Turing et de son article « Les machines peuvent-elles penser ?», puisque Turing s'interrogeait déjà précisément sur ce vocable de pensée. S'agit-il véritablement d'une pensée? Parler d'intelligence, dans l'intelligence artificielle, ne va pas de soi. C'est un choix interprétatif, un choix épistémologique certainement aussi, qui suppose donc que l'artifice, la machine, soit d'une certaine façon créée en miroir de l'humain et de ce qui est traditionnellement pensé comme un des propres de l'humanité, c'est-à-dire son intelligence. Autrement dit, y a-t-il une relation de mimétisme entre l'humain et la machine, ou plutôt une sorte de projection anthropomorphique dans le choix du terme d'intelligence? Ce qui suppose évidemment, pour commencer à débattre de ces questions, ce qui suppose de nous interroger sur ce que veut dire le mot d'intelligence humaine, question qui au fond était déjà posée par l'éthologie, donc les sciences du comportement des animaux. Les animaux ont-ils une intelligence? Oui, non, si oui, dans quel sens? Qu'entendre par là? Ici, la question est posée, peut-être pour la première fois, je ne parle pas de la journée d'aujourd'hui bien sûr, mais d'une manière générale, se poser la question de l'intelligence à propos des machines, du domaine de la technologie, suppose qu'on se pose pour la première fois la question pour le non-vivant, et plus nécessairement pour le vivant, mais pour le domaine donc du non-vivant, de la technique. Ce qui supposerait, si oui l'intelligence artificielle est une intelligence, ce qui supposerait donc que l'intelligence ne soit plus l'apanage de l'être humain, ni même du vivant, avec aussi peut-être cette particularité, cette dissymétrie, je dirais, par rapport à la question quand elle est posée face à l'animalité, l'animal a-t-il une intelligence? La dissymétrie ici par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à la technologie, aux machines, c'est que ces machines sont créées par l'être humain, ce qui n'est pas forcément le cas, ou ce qui n'est pas le cas en général, sauf exception, pour le domaine de l'animal. Donc de nouveau, ici, on est confronté au domaine du non-vivant, et donc de ce qui est inventé, produit par l'humain. D'où aussi, peut-être en toile de fond, je dirais, l'évocation de cette vieille question, même de ce vieux fantasme, développé notamment par la littérature et les science-fiction, de ce quelque chose que l'homme crée et qui peut lui échapper. Ce qui convoque donc chez nous tout un imaginaire qui ne date pas d'hier, de l'invention de créatures qui peuvent alors prendre le dessus et subjuguer leur créateur, Frankenstein par exemple, et d'autres. C'est aussi au fond, en miroir de cette question de l'intelligence dans l'intelligence artificielle, cet imaginaire-là qui revient un peu au prou dans ce questionnement. Alors je n'en dirai pas plus, je laisse évidemment à des personnes bien plus éclairées que moi le soin d'en discuter. Avant de présenter notre premier intervenant d'aujourd'hui, je rappelle en 2 mots l'organisation, le programme de la journée. Donc c'est une journée que nous avons voulu suffisamment aérer que pour prendre le temps de la discussion et des questions. Donc n'hésitez pas à préparer au fur et à mesure vos questions parce qu'il y aura le temps de les considérer et d'y répondre. Donc nous commencerons tout de suite avec Daniel Anderle, que je vais présenter dans un instant. Nous aurons ensuite une petite pause et puis en deuxième partie de la matinée, nous entendrons Charlotte Gauvry qui est ici à ma gauche. Ensuite, un repas auquel vous êtes toutes et tous conviés, quel que soit votre statut et votre provenance. Nous avons prévu de quoi en principe sustenter tout le monde. Le repas sera pris ici dans la salle, c'est un repas sandwich. Et puis ensuite, en première partie de l'après-midi, nous entendrons Antoinette Rouvroy, qui est ici au fond à droite pour moi. Dernière donc intervention de la journée, après quoi nous avons à nouveau le temps d'un débat. Donc après chaque intervenant, on a le temps de la discussion, des questions, et en fin de journée, nous avons le temps d'un débat de clôture, une discussion de la journée qui peut mettre en présence les 3 intervenants, mais aussi vous-même et vos interrogations.
Alors, avant de présenter Daniel Andler, je dois remercier quelques personnes, notamment les personnes qui m'ont aidé à organiser cette journée, en particulier les membres de la commission de philosophie, et tout particulièrement Jeanne-Marie Roux et Valérie Aucouturier, qui vont nous rejoindre dans un instant. Je remercie également toujours, mais c'est toujours absolument indispensable de le faire, Julie Dahl, qui est à ma gauche ici, qui est notre cheville ouvrière pour l'organisation de toutes les activités de l'école et avec qui vous pouvez avoir contact d'ailleurs si vous souhaitez être informé de nos programmes et que jusqu'ici vous ne l'êtes pas, si vous souhaitez recevoir nos mails d'informations et autres questions. Alors j'en viens maintenant à Daniel Andler, notre première intervenant. Daniel Andler, alors selon la formule un peu consacrée dans ce genre de journée ou de colloque, la formule consacrée, qu'on dise qu'on ne le présente plus, mais je crois qu'effectivement dans le cas de Daniel Andler, la formule s'applique particulièrement parce que vous le connaissez sans doute. C'est quelqu'un qu'on entend beaucoup sur la question de l'intelligence artificielle. C'est quelqu'un qui a travaillé cette question de longue date. Il est, je le rappelle tout de même, il est de formation, il est mathématicien, donc est philosophe de formation et maintenant professeur émérite de la Sorbonne, mais également membre de l'Académie des sciences morales et politiques et fondateur du département d'études cognitives de l'ENS, et j'en passe d'autres. Je passe d'ailleurs aussi sur les nombreux prix et les distinctions qu'il a reçus pour ses travaux. Il y a une certaine liste. De même que je ne ferai pas non plus la liste, ce serait long, de toutes ces publications. Simplement, je voudrais faire la promotion peut-être, mais vous le connaissez aussi sans doute, de son très récent ouvrage paru chez Gallimard cette année-ci, qui s'intitule donc Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme. Et c'est en pensant à cet ouvrage, c'est sur fond de cet ouvrage que nous avons d'ailleurs nous-mêmes pensé la question de cette journée, d'où il paraissait absolument indispensable de l'inviter et de l'entendre en première place. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier très chaleureusement Daniel Andler d'avoir tout de suite accepté notre invitation. Alors d'autres publications aussi, j'en épinglerai simplement deux. La silhouette de l'humain, quelle place pour le naturalisme dans le monde d'aujourd'hui, paru en 2016 également chez Gallimard. Et aussi en collaboration avec d'autres collègues, une vaste philosophie des sciences en 2 volumes, plus de 1000 pages, datant de 2002, publié également chez Gallimard. Maintenant, on peut trouver en collection Folio. Voilà. Donc des travaux parmi beaucoup d'autres, mais en particulier donc cet ouvrage tout récent qui fait de Daniel Andler un orateur nécessaire pour cette journée sur l'intelligence dans l'expression d'intelligence artificielle. Alors son titre aujourd'hui, un titre qui est également, je dirais, faussement simple, mais certainement piégeux. Son titre, c'est « Où placer l'intelligence artificielle ?» Et donc, je lui cède maintenant la parole en le remerciant encore une fois, en notre nom à tous, d'avoir accepté d'être parmi nous ce matin. Merci beaucoup Isabelle Ost, merci de m'avoir invité, je suis ravi d'être ici, un peu sonné par une nuit un peu courte, donc j'espère que je serai aussi intelligible que possible. Oui, je suis beaucoup intervenu sur l'IA ces dernières semaines et j'en ai presque, je ne dis pas que j'en ai honte, mais bon, les gens, parce que le bouquin est sorti, il a attiré l'attention de pas mal de gens et donc j'ai été invité à gauche et à droite, j'accepte. Et puis, bon, résultat, je finis un peu par me répéter. J'espère que si certains d'entre vous sont allés voir, il y a probablement des YouTube à n'en plus finir où je dis des choses pas infiniment différentes de celles que je vais dire aujourd'hui. On ne se réinvente pas en quelques semaines. Donc voilà. Alors, oui, Isabelle m'a demandé de faire un topo assez large, un topo de cadrage qui ne présuppose pas que tout le monde soit au courant ni des tenants ni des aboutissants d'ailleurs. Et donc j'espère que je vais répondre un petit peu à cette mission. Alors, première provocation, l'IA 1 an déjà. Pourquoi je dis 1 an déjà ? Parce que des gens m'ont demandé
quand ils ont vu le bouquin, c'est un bouquin assez épais, genre 400 pages, ou oui, de ce genre, et ils m'ont dit, mais comment tu as pu écrire un bouquin de 400 pages sur un sujet qui vient de sortir ? Je suis quand même pas un journaliste, parce que pour un certain nombre de gens, l'IA, c'est depuis que ChatGPT est sorti, et que l'IA, c'est ChatGPT, et puis Midjourney, des trucs comme ça, enfin les tout derniers systèmes. Alors évidemment, mais ça, la plupart d'entre vous le savez, probablement vous le savez tous, et puis Isabelle vient de nous le rappeler, l'IA, ça ne date pas du tout d'un an, ça ne date pas non plus de l'émergence du deep learning dans la conscience des dirigeants, 2012 à peu près, ni du transformer, 2017, ni de l'émergence du connexionnisme, milieu des années 85, milieu des années 80. Non, l'IA, ça date en gros ça a à peu près 67 ans, 68 ans, vous voyez, c'est l'âge de la retraite. Et donc, c'est une vieille affaire, et puis ça remonte à beaucoup plus loin, bien sûr. Donc, déjà, l'IA, c'est quelque chose qui vient de loin, et ça, je crois que c'est relativement important. Alors, le déjà grand, deuxième partie de cette slide un peu provocante, liminaire, je suis tombé en préparant un de mes nombreux exposés de ces dernières semaines, je suis tombé sur la définition en quelque sorte officielle de l'intelligence artificielle dans un document extrêmement important qui est au centre de la question de la régulation, etc., qui a été donc mis au point ici même à Bruxelles par le High Level Expert Group en intelligence artificielle, et qui ont publié donc ce rapport Ethics Guidelines for Trustworthy AI 2019, donc on est quand même, c'est récent, c'est pas aujourd'hui, mais enfin c'est récent, et voilà ce que je suis tombé sur cette définition de l'intelligence artificielle. Alors les systèmes d'intelligence artificielle, ça c'est une expression importante, j'y reviendrai j'espère, si j'y pense, sont des systèmes logiciels et éventuellement matériels conçus par des humains qui, compte tenu d'un objectif complexe, agissent dans la dimension physique ou numérique en percevant leur environnement par l'acquisition de données, en interprétant les données structurées ou non structurées collectées, en raisonnant sur les connaissances ou en traitant les informations dérivées de ces données et en décidant de là ou des meilleures actions à comprendre pour atteindre l'objectif fixé. Les systèmes d'IA peuvent utiliser des règles symboliques ou apprendre un modèle numérique. Elles peuvent également adapter un comportement en analysant la manière dont l'environnement est affecté par leurs actions précédentes. Alors, je n'arrivais pas à croire que des gens intelligents, dont un très estimé collègue qui faisait partie de cette commission, ont pondu une chose pareille. Parce que, d'abord, évidemment, c'est complètement inintelligible pour le profane, où suis-je en quelque sorte, et puis, dis donc, ça ne fait que fournir pour les initiés une sorte d'aide-mémoire, simplement pour leur rappeler éventuellement, faire défiler leur procédé habituel. Mais si vous regardez chaque chose séparément, d'abord, c'est assez opaque, et deuxièmement, même pour un spécialiste, c'est assez opaque. Il doit se référer à ce que ça veut dire. Ah oui, ils veulent dire ceci ou cela. Mais aussi, c'est une liste à la Prévert. On ne comprend pas du tout d'où ça sort, pourquoi ça. Et puis, c'est complètement faux, parce que aucun système... Alors, il y a des ou et des et, alors distribuer des ou et les et, c'est toute une histoire, mais enfin, presque aucun système d'intelligence artificielle ne correspond vraiment à la totalité, à l'intégralité de cette chose-là. Donc... Ce que, disons, les deux malentendus symétriques, en quelque sorte, qui sont un peu aux deux extrêmes, le malentendu des malheureux qui débarquent et qui disent bah, l'IA, c'est ChatGPT, puisqu'ils n'avaient pas entendu parler d'IA avant. Donc, un extrême. L'autre extrême, c'est ces hyper spécialistes qui, pour ne vexer personne et pour ne rien oublier, sortent une espèce de truc absolument monstrueux qui est fondamentalement inintelligible. Et ce que ça illustre, c'est que ce n'est pas facile. Tout le monde parle de l'IA comme si on savait ce que c'était. Et non, on ne sait pas très bien, on entend des choses différentes les uns et les autres par IA, et même quand on essaye, quand un grand spécialiste qui est venu de Paris comme moi vient et vous dit voilà l'IA c'est ça, je vais un peu essayer de vous dire ce qu'est l'IA, mais enfin ça ne fera pas l'unanimité. C'est-à-dire que l'IA c'est quelque chose, c'est un objet relativement complexe.
Ah, alors ça, c'est la technologie, mais ce n'est pas un défaut de la technologie, c'est un défaut de mon ordinateur qui a 13 ans. Respect, s'il vous plaît, pour mon ordinateur qui a 13 ans et dont les prix ne sont pas... Voilà, c'est mieux, là? Là, ça va. Mince, alors, c'est peut-être pas... C'est pas mon ordinateur. Ah, mince. Alors, c'est peut-être là-bas, parce que là, il a l'air... Attendez. Oui, le contact. Bon, pour l'instant, ça va. Ok. Mais dites-le moi, parce que moi, je ne vois pas ce que j'ai derrière. Alors, oui, non, c'est simplement qu'il faut que je vais rapprocher. Non, je vais rapprocher le micro. Voilà, en parlant dans le micro, c'est mieux, hein, comme ça. Voilà, oui. Et merci de ce genre d'interruptions sont très utiles parce que voilà, on s'aperçoit qu'on n'est pas entendu ou qu'il n'y a pas d'image ou que voilà. Et n'hésitez pas de toute façon à m'interrompre. Ça me gêne pas du tout. Au contraire, ça me réveille. C'est bien. Ça m'indique qu'il y a des choses à revoir tout de suite. Voilà. Alors, je prends un peu mon temps puisqu'on je ne me presse pas particulièrement. D'accord, on a du temps. Alors, rappelez-vous d'abord cette citation de Herbert Simon que vous avez tous appris par cœur, je pense, à la maternelle. Je ne cherche pas à vous surprendre ou à vous choquer, mais pour le dire aussi simplement que possible, voilà, aussi simplement que possible, il existe désormais dans le monde des machines qui pensent, qui apprennent et qui créent. De plus, leurs performances en la matière vont augmenter rapidement jusqu'au moment où, dans un avenir prévisible, tout problème auquel l'esprit humain s'est appliqué sera à leur portée. Alors ça vaut son pesant de cacahuètes. Hein. C'est très intéressant, d'abord parce que Herbert Simon, bon, pour certains d'entre vous, vous savez qu'Herbert Simon est un grand homme, c'est pas un futurologue farfelu, absolument pas. Il a eu le prix Turing en 1975, il a eu le prix Nobel d'économie en 1978 et il est assez universellement reconnu, même par des gens qui ne sont pas d'accord avec certaines de ses options, comme un des grands penseurs, si vous voulez, des sciences de l'organisation, des sciences de l'homme, etc. Et c'est ce monsieur qui, en 1957, profère des choses pareilles. Bon, il existe dès à présent des machines qui pensent, etc. Et ça, les progrès vont être fabuleux, etc. Donc ça, c'est très intéressant. C'est une des raisons pour lesquelles c'est intéressant. Et une autre, c'est que vous voyez qu'il est question de problèmes. Tout problème auquel l'esprit humain s'est appliqué sera à leur portée. Je pose là un petit caillou blanc parce que je vais faire grand cas de la question du problème, justement, dans un petit moment. Alors, je continue mon florilège. Donc, le perceptron est l'embryon d'un ordinateur électronique qui sera capable de marcher, de parler, de voir, de lire, de se reproduire et d'être conscient de sa propre existence. Et ça, alors, c'est Frank Rosenblatt, qui est moins célèbre que Herbert Simon, mais qui a eu son heure de gloire au moment où il a inventé le perceptron. Et là aussi, c'est intéressant pour différentes raisons, notamment parce que le perceptron est l'ancêtre des machines qui, aujourd'hui, font le succès phénoménal de l'intelligence artificielle. Et puis une troisième citation, celle-ci de Marvin Minsky, un petit peu plus tardive, donc 13 ans plus tard. D'ici 3 à 8 ans, nous aurons une machine dotée de l'intelligence générale d'un être humain moyen. Je veux dire une machine qui sera capable de lire Shakespeare, de graisser une voiture ou lubrifier une voiture, de faire de la politique de bureau, de raconter une blague et de se bagarrer. Et à ce moment-là, la machine commencera à s'éduquer elle-même à une vitesse fantastique et en quelques mois, elle aura atteint le niveau de génie et quelques mois plus tard, ses pouvoirs seront incalculable. Et donc là, il s'agit de Marvin Minsky, qui est l'un des pères de l'intelligence artificielle historique et qui a eu, disons, son heure de gloire et donc qui est considéré comme, là aussi, pas un futurologue farfelu ou un essayiste excité, quelqu'un du métier qui, en principe, sait de quoi il parle. Alors, ce qui doit quand même vous frapper, c'est que c'est quand même dingue. Il y a 50 ans, il y a 60 ans, même si vous ne savez pas grand-chose de l'intelligence artificielle, vous savez que ces choses ne sont absolument pas réalisées, mais pas du tout. Et donc, comment est-ce que ces gens pouvaient être aussi affirmatifs, en quelque sorte, sur
l'état actuel et l'état prochain, très prochain, n'est-ce pas, 3 à 8 ans par exemple, en 70, de la réalisation de son projet. Alors ce qui est important, c'est que l'IA, c'est d'abord un projet. C'est un projet, et c'est une des raisons pour lesquelles c'est insaisissable. Un projet, c'est insaisissable. Hein. La société parfaite, la société harmonieuse, ou je ne sais pas, une société qui comble ses citoyens, c'est un projet, c'est pas quelque chose qui existe, et donc il y a des réalisations plus ou moins parfaites, des idées pour faire progresser la chose, etc. Donc le projet, c'est à la fois... Donc, c'est d'abord le projet de fabriquer une machine. Une machine qui est pensante et ou intelligente au sens humain. Et là, déjà, dans les premiers écrits et dans ce qui continue de constituer, disons, la philosophie spontanée, si vous voulez, de la discipline, pensée et intelligence ne sont pas vraiment distinguées. Donc, c'est pas la peine de, comment dire, c'est pas la peine de s'enfoncer dans une problématique de distinction fondée sur, disons, à propos du projet lui-même. Ensuite, nous pouvons nous réfléchir, et bien sûr, nous allons le faire, notamment tout au long de sa journée, pour savoir si pensée et intelligence sont coextensives, l'une est dans l'autre, l'autre est dans l'une, des choses comme ça. Mais à l'époque, ils ne se cassaient pas la tête pour ça. Et puis, en revanche, il y a une distinction qui, elle, est faite, mais elle est confuse, mais elle est quand même présente en filigrane, une machine qui est capable d'exécuter toutes les tâches requérant chez l'humain de l'intelligence. Donc là, on peut déjà se demander s'il s'agit de deux objectifs distincts ou confondus. Est-ce que la pensée ou l'intelligence, ça se ramène à la capacité d'exécuter des tâches ou de résoudre des problèmes? Je ne ferai pas aujourd'hui, en tout cas, une grande distinction, une distinction importante entre exécuter une tâche et résoudre un problème. Donc là, on peut déjà poser cette question, et ce qui déjà commence à, disons, problématiser la question de savoir ce qu'est l'intelligence artificielle. Et alors, d'un autre point de vue, en tant qu'entreprise, n'est-ce pas, il y a une entreprise scientifique qui est en quelque sorte en horizon de cette affaire-là, une science de la cognition humaine, et là aussi, cognition, intelligence, à l'époque, et encore très souvent aujourd'hui, c'est pratiquement synonyme. Et donc, puisqu'il s'agit de fabriquer une machine qui va faire ce dont est capable de faire l'intelligence humaine, il faut qu'on sache ce qu'est l'intelligence humaine, il faut savoir comment elle est produite, et donc il faut développer une science de l'intelligence humaine. Et ça, c'est le projet des sciences cognitives, tout simplement. Et puis, on a une entreprise technologique qui consiste à fabriquer donc la machine qui va être capable d'exécuter les tâches dont l'intelligence humaine est capable. Et donc, là, il y a aussi la question de savoir si c'est au fond deux objectifs distincts ou s'ils sont confondus. Or, là-dessus, justement, l'histoire des sciences a montré qu'ils sont tantôt vus comme distincts, tantôt vus comme confondus. Donc tout ça, d'abord, j'espère que ça vous informe un peu, mais surtout, j'insiste que ça montre la difficulté de dire exactement ce qu'est l'IA. Hein, on peut dire, je pense, ce qu'est la fusion nucléaire, on peut dire ce qu'est la mécanique quantique, même s'il y a des questions ouvertes, etc., et des concepts difficiles à comprendre, mais l'IA n'est pas à ce niveau-là, si vous voulez, de précision de son objet. Alors maintenant, un petit peu de, je surveille quand même la montre, parce que je ne veux pas que je sois trop bavard quand même, un tout petit peu d'histoire qui me paraît important. Bon, voilà, accepter que je pense que c'est important, je ne vais pas chercher à le justifier. Donc, très grossièrement, donc ça c'est vraiment, je m'excuse d'avance pour les gens qui en connaissent, qui savent tout ça très très bien et qui l'intègrent dans leur propre cours, etc. C'est vraiment pas original, mais c'est pour celles et ceux d'entre vous qui peut-être débarquez un petit peu, et notamment qui êtes
malgré tout, avaient l'impression que l'intelligence artificielle, ça existe depuis quelque temps et que ce sont ces modèles de traitement de données avec des tas d'exemples. Donc ce que je veux ici rappeler, c'est que l'IA a commencé sur de toute autre base et que ces bases ne sont pas, contrairement à certains épisodes de l'histoire des sciences ou des technologies qui ont complètement disparu de la circulation. Ce dont je vous parle est, disons, actuellement supplanté par le nouveau paradigme dont vous avez plus ou moins entendu parler, mais n'a pas du tout disparu. Alors, donc, dans cette phase symbolique, alors on appelle ça l'intelligence artificielle symbolique pour des raisons que j'aurai ou non l'occasion de développer dans les minutes qui suivent. Donc, considérer que c'est juste une étiquette, hein, l'intelligence artificielle symbolique, on dit aussi parfois classique ou quelque chose comme ça, pour lequel, en gros, et là je simplifie horriblement, donc je ne veux pas offenser certaines oreilles, je simplifie. En gros, je simplifie parce que je veux tracer un contraste assez net entre ces deux paradigmes, le paradigme symbolique et le paradigme que je vais continuer d'appeler connexionniste, qui est le paradigme actuel, pour le dire rapidement. Donc, dans le paradigme symbolique, penser, c'est la même chose que raisonner et c'est la même chose que calculer. Et on cite toujours dans les introductions à l'intelligence artificielle des phrases, une célèbre citation de Hobbes, et puis on va aussi sortir du Leibniz, on va sortir d'autres grands auteurs de la tradition philosophique qui, disons, ont nourri cette idée que penser, c'est raisonner et que c'est la même chose que calculer. La cognition humaine est vue comme une sorte de logique étendue qui, et c'est important, opère sur des propositions. Alors, je n'entre pas dans un débat philosophique passionnant, n'est-ce pas? Il y a des carrières entières, depuis des générations de philosophes qui sont consacrés au statut des propositions. Mais là, je veux simplement dire quelque chose comme des faits qui sont, en quelque sorte, affirmés et pensés, ou qui peuvent être pensés consciemment. Parce qu'ici, c'est ça, l'aspect important de la chose, c'est que ce qui est mouliné dans cette logique étendue, ce sont des pensées ou des faits ou des affirmations que nous pouvons entretenir de manière consciente. Ce sont des choses qui font sens pour nous. Donc si je vous dis il est 10h10, je suis à Bruxelles, je suis en train de faire d'exposer, vous êtes en train de l'écouter, vous pensez que c'est un peu ennuyeux, etc. Tout ça, c'est des pensées qui vous viennent. Et vous pouvez raisonner dessus. Si vous dites, par exemple, cet exposé est décidément très ennuyeux et au fond, j'ai des choses plus urgentes à faire, vous pouvez mouliner un petit peu ça et décider de vous retirer discrètement pour aller faire ce qui vous intéresse plus que d'écouter l'exposé. Tout ça, c'est en quelque sorte le commerce ordinaire de notre pensée. Alors ça peut être plus savant, ça peut être plus pratique, etc. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que la cognition, c'est une espèce de moulinage interne qui parfois s'extériorise dans le langage de pensée de ce genre-là. Alors, comme il s'agit donc de développer une machine qui est capable d'en faire autant, la méthode, pour le dire très vite, de l'intelligence symbolique est la suivante. J'examine un être humain en pleine possession de ses facultés qui accomplit l'une de ses tâches. Donc il est en train, je ne sais pas, de résoudre un petit problème, le jeu des allumettes de Marienbad, les tours de Hanoï, où il joue aux échecs, il joue aux dames. Ça, c'est des jeux, parce que ça a été beaucoup étudié, parce que c'était pour différentes raisons relativement facile, mais il peut aussi être en train de planifier les vacances familiales, se demander comment il va atteindre Bruxelles midi et attraper son train en temps utile, en évitant cette station infernale de Rogier où on se perd. Donc, vous examinez ce que fait l'agent humain. Alors, vous pouvez le faire soit de l'intérieur, par l'introspection, soit de l'extérieur en réalisant des expériences de psychologie scientifique expérimentale, adulte, n'est-ce pas, ou éventuellement enfant, soit un petit peu un mix, c'est-à-dire vous faites faire un certain nombre de tâches à un
un sujet humain. Par exemple, vous lui demandez de résoudre le problème des allumettes ou des tours de Hanoï, et puis vous lui demandez de vous dire oralement ce qu'il est en train de faire. Ah oui, je me rends compte, si j'égalise les 2 rangs d'allumettes, alors le coup suivant, je pourrais faire ceci ou bon. Et donc ça, c'est la méthode des protocoles qui a beaucoup été utilisée. Bon, une fois que vous avez une idée, une hypothèse sur la manière dont l'être humain a résolu ce problème-là, tour de Hanoï, échec, planification d'un retour à Bruxelles-Midi, vous mettez ça, une fois que c'est suffisamment précis, vous pouvez le mettre ça sous forme de ce qu'on appelle aujourd'hui un programme informatique, et puis vous le faites tourner. Et si la machine arrive à faire ce que l'humain est arrivé à faire, vous dites, ben, j'ai une bonne théorie, en quelque sorte, sous forme d'un programme. Donc c'était un paradigme qui s'appelait à l'époque les théories comme programme, ou les programmes plutôt comme théorie. Vous avez à la fois une théorie parfaitement, claire et nette de la manière dont l'être humain résout son problème, et une machine qui en fait exactement autant. Donc c'est parfait. C'est le moment où sciences cognitives et intelligence artificielle sont les 2 faces d'une même monnaie. Et c'est tout à fait comme ça que l'avait conçu Herbert Simon, qui est à la fois un fondateur de l'intelligence artificielle, un fondateur historique de l'IA, et un fondateur historique des sciences cognitives. Donc ça, c'est la phase symbolique. Alors, assez rapidement, il y a eu une sorte de repli stratégique sur une IA que je dirais sobre. Elle reçoit pas mal d'autres qualificatifs, je la dis sobre, parce qu'elle renonce à un certain nombre de choses, de prétentions initiales. Donc elle renonce, pour l'instant, provisoirement, à être une IA qu'on a appelée forte à la suite d'un célèbre article de John Searle, c'est-à-dire une IA dotée de ce que j'appelle d'une pensée pensante, une pensée qui, comme la nôtre, en quelque sorte, implique une compréhension et une conscience. Une sorte de, quand nous pensons, il y a une sorte d'adhésion, en quelque sorte. À la fois, nous manipulons effectivement des pensées. Nous allons de A et A implique B à B, par exemple, mais nous ne le faisons pas de manière purement formelle. Nous ne manipulons pas simplement des symboles, justement. Nous pensons la chose. Nous pensons que si Socrate est un homme et si tous les hommes sont mortels, alors Socrate est mortel, et chacun des moments de ce processus, interne ou externe, est accompagné d'une pensée. C'est pour ça que j'appelle ça une pensée pensante. Alors on laisse tomber, on dit, bon, ben, on verra plus tard si notre machine est capable de penser pensante ou s'il faut faire quelque chose de plus pour qu'elle devienne une pensée pensante. On renonce beaucoup pas complètement, mais on lâche largement l'objectif que la manière dont l'IA résout son problème des tours de Hanoï ou son itinéraire jusqu'à Bruxelles-Midi soit l'exact reflet, si vous voulez, de la manière dont l'être humain le fait. On laisse ça de côté, on dit, écoutez, on sera déjà content que notre machine arrive à en faire autant, qu'elle se débrouille à sa manière, en quelque sorte. On renonce, et ça c'est important, ça va revenir vers la fin de l'exposé, on renonce à une intelligence artificielle générale au sens suivant. Il faut bien comprendre ça parce que certainement si vous lisez les journaux, vous allez sur Internet, etc., et les réseaux sociaux, vous entendez beaucoup parler d'intelligence générale artificielle, IGA ou en anglais Artificial General Intelligence, AGI. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on entend par généralité ici? On entend le fait que, du moins en toute apparence, l'intelligence humaine est une bonne à tout faire. Vous lui demandez de planifier les prochaines vacances familiales, elle le fait. Vous lui demandez de naviguer jusqu'à Bruxelles-Midi, elle le fait. Vous lui demandez de résoudre le problème des tours de Hanoï, elle le fait. Et c'est la même intelligence, c'est le même outil. C'est un outil pluripotent, si vous voulez, c'est un robot universel. C'est ça la généralité, c'est l'idée que c'est le même organe ou la même propriété fondamentale qui permet de résoudre tous les problèmes possibles et imaginables. Et alors ça, c'est quelque chose auquel l'intelligence artificielle a, disons, renoncé à l'époque, n'est-ce pas? Là, je parle des années 50, 60, 70, et dont elle se demande si elle est en train, peut-être, avec l'IA générative aujourd'hui, de commencer à y arriver. Elle se contente de faire des systèmes dédiés.
hein, de la main. Vous avez dans votre trousse à outils, vous avez un tournevis, vous avez un marteau, vous avez une foreuse, vous avez je ne sais quoi. Ben, de la même manière, l'IA va fabriquer des logiciels dont les uns vont résoudre des problèmes de, je sais pas, d'ordonnancement ou d'itinéraire d'autobus dans la ville de Bruxelles, et d'autres vont résoudre des problèmes d'échec, et d'autres vont encore résoudre des problèmes de planification. Donc, on va aussi renoncer à une IA autonome, c'est-à-dire autonome, alors ça peut vouloir dire beaucoup de choses, donc le terme est mal choisi, peut-être c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses, indépendante de l'intelligence humaine. L'idée de départ, c'était quand même que l'IA allait en quelque sorte trouver d'elle-même les ressources nécessaires pour résoudre les problèmes. Et à un moment, l'IA symbolique des commencements à rencontrer des difficultés. Elle n'y arrivait pas. Et à ce moment-là, elle s'est dit, bon, plutôt que d'essayer de reconstruire à partir de presque zéro un minimum de logique, quelques primitives ontologiques, enfin quelques primitives, si vous voulez, conceptuelles, et puis ensuite on va la faire opérer, puisqu'elle doit être intelligente, elle va construire en quelque sorte la base de connaissances. On a dit non, ça on n'y arrive pas. On a essayé dans ce qu'on appelle des micro-mondes, dans des choses très très simples, des modèles très simplifiés du monde, mais ça ne passait pas à l'échelle. C'est-à-dire dès qu'on lâchait ces systèmes dans le monde tel qu'il est, on n'y arrivait pas. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à des experts dans les différents domaines, à des experts de nous dire comment ils font. Donc vous demandez à des pompiers, des sapeurs-pompiers experts, comment ils font dans les 1001 cas d'incendie. Ils vous expliquent ça, vous les accouchez en quelque sorte de leurs compétences, vous mettez ça sous forme de règles et vous rentrez ça dans un système de production, dans une architecture informatique. Et de cette manière-là, l'architecture informatique, devant un incendie particulier ou devant une maladie de tomate particulière ou devant une corticothérapie à mener, va en quelque sorte se repêcher dans sa base des règles expertes qui viennent donc des humains. Comment ils les ont acquis, ça, on s'en fiche d'une certaine façon à ce stade-là. Et il va donc vous sortir, en quelque sorte, la bonne recette pour maîtriser votre incendie, pour gérer une situation dangereuse, un accident de voiture, etc., etc. Donc ça a été la phase des systèmes experts qui était vraiment une espèce de recul quand même assez sensible par rapport aux ambitions initiales. Et puis, de manière alors un peu sur un autre niveau, on a renoncé à l'idée que ce qu'on cherchait, c'était une sorte de propriété miraculeuse, l'intelligence, comme une chose en quelque sorte, ou comme la gravité, si vous voulez, quelque chose du genre. Hein. Qu'est-ce qui fait que les pommes tombent et que nous tombons, etc. C'est au fond une propriété. Je trouve que c'est une propriété relationnelle, donc c'est un peu plus compliqué que ça, mais enfin, vous voyez, une sorte de propriété intrinsèque, une formule, hein, l'équivalent d'une substance chimique ou je ne sais quoi, qu'on injecte dans la machine et qui la rend intelligente. Ça a complètement disparu, en quelque sorte, l'idée de tomber sur la clé ou l'essence de l'intelligence. Alors ça, c'est une deuxième, je me suis trompé, c'est pas grave. Oui, donc ici, donc c'est la deuxième partie de la diapo, là, c'est que l'objectif, ça devient donc une IA faible, étroite, hein, qui s'acquitte de tâches intelligence, sans avoir besoin d'intelligence. On oublie cette envie d'intelligence, on la laisse de côté, et qui consiste essentiellement à automatiser des processus humains, domaine par domaine. Alors arrive donc le deuxième paradigme qui prend le relais de l'IA symbolique en difficulté et qui, disons, qui consiste essentiellement à oublier la personne qui raisonne et qui s'inspire plutôt du cerveau qui perçoit. Donc là, il y a une double opposition. On oublie la personne et on s'intéresse au cerveau. Et on oublie le raisonnement ou la logique et on s'intéresse à la perception. On conçoit donc la cognition comme une forme généralisée de perception et non pas comme une forme généralisée de logique. Et ça va ensemble avec
l'idée de cesser de se placer au niveau de ces pensées conscientes. Vous vous souvenez, dans le paradigme symbolique, des pensées qu'on dit maintenant de niveau personnel parce qu'elles peuvent être pensées par la personne. Pas personnelles parce que c'est les pensées de Daniel Handler ou les pensées d'Isabelle Host, mais personnelles au sens de choses qu'une personne peut penser. Le soleil se lève tous les jours, je suis fatigué, cet exposé m'ennuie, etc. C'est des choses qu'une personne peut penser. Mais dans la perception, vous ne pensez pas. Dans la perception, vous ne savez pas comment vous reconnaissez le visage de votre mère ou de votre fils. Vous ne savez pas comment vous identifiez la source sonore d'un bruit que vous entendez. Vous ne savez pas comment vous faites pour lever le bras. Tout ça n'appartient pas du tout à la pensée consciente. Ça appartient à un langage, si on peut dire, il faut mettre des triples guillemets, qui sont celles, pour le dire rapidement, du cerveau. Ce sont des, ce sont des pensées, si vous voulez, ou des faits ou des propositions, mais de niveau qu'on appelle parfois infra- ou subpersonnel, parce qu'elles sont en quelque sorte en dessous du radar de la conscience, en dessous du radar de la personne. Et ça colle assez bien, parce que, si vous voulez, la perception, manifestement, fait intervenir la perception et la motricité, qui, à beaucoup d'égards, vont ensemble, sont sur le même plan et sont d'ailleurs étroitement associés. La perception et la motricité font appel, sont des processus de traitement de l'information, en un sens très général, comme le prouve le fait que différentes façons d'empêcher les processus de se produire, soit parce qu'il y a une lésion cérébrale, soit parce qu'il y a des systèmes expérimentaux malins qui coupent en quelque sorte le passage de certaines informations à des endroits cruciaux, et là on s'aperçoit du coup que ça ne se fait plus. Eh bien, j'ai perdu ma phrase, pardon, excusez-moi, ça c'est la fatigue. Ces informations sont traitées par des agents qui ne sont pas des agents personnels, qui ne sont pas des intelligences pleinement constituées, qui sont plutôt comme des neurones, donc, ou comme des systèmes de neurones. Et donc, il s'agit d'une information qui se situe au niveau cérébral. Alors, en soi, c'est pas le plus, comment dire, bon, on n'est pas arrivé tout de suite à cette idée-là et même à dégager cette notion de infrapersonnel ou de subpersonnel. Mais une fois qu'on est tombé sur l'idée, il me semble qu'elle est relativement naturelle, pas si difficile que ça d'admettre. Parce que, par exemple, vous regardez la physique, alors très grossièrement, vous avez la macrophysique, vous avez par exemple en matière de chaleur, de thermodynamique, vous avez une description macroscopique, c'est la thermodynamique, et une description microscopique des mêmes phénomènes au niveau de la physique statistique des molécules de gaz ou d'autres particules élémentaires. Donc l'image de la microphysique, macrophysique nous donne, même pour des gens qui ne sont pas des philosophes des sciences entraînés en quelque sorte, donne pour tout un chacun l'idée qu'il y a plusieurs niveaux de description et que parfois il vaut mieux se mettre à un certain niveau de description plutôt qu'à un autre. Puisque ça ne marche pas trop au niveau des pensées personnelles, du traitement conscient de l'information, on se place au niveau cérébral, si vous voulez. Du coup, autant l'ordinateur classique, dit de l'architecture de von Neumann, tout ça est poussé en même temps dans les années 40, 50 et 60, autant ça marchait bien pour une conception de la cognition qui était une sorte de logique étendue. On voit bien pourquoi ça colle bien avec des programmes informatiques, des clauses conditionnelles, etc. Autant ce n'est pas du tout adapté au fonctionnement cérébral. Le fonctionnement personnel, conscient, est essentiellement linéaire. On passe d'une pensée à l'autre, à la suivante, même si on est parfois capable de faire plusieurs choses en même temps. C'est extrêmement limité. S'il s'agit de se concentrer sur une tâche intellectuelle, c'est linéaire. Au contraire, la perception est massivement parallèle. Donc il nous faut des machines massivement parallèles, et ces machines massivement parallèles, ce sont
ce sont les réseaux de neurones. Alors quand on dit neurones, on n'entend pas des neurones réels, mais on entend des neurones formels, c'est-à-dire des schématisations en quelque sorte des neurones réels. Alors je sais que beaucoup d'entre vous connaissez ça très vite, je m'y attarde peut-être un peu trop, et donc je passe. Je passe simplement à peut-être une dernière slide un petit peu historique, c'est que du connexionnisme, du perceptron en fait à l'IA générative, il y a un continuum, il s'agit bel et bien des mêmes idées générales, de la même conceptualisation générale que je viens d'essayer de préciser, mais qui est passé par un très long chemin et de nombreux obstacles, donc le perceptron dans les années 60, le connexionnisme qu'on a appelé à l'époque le néo-connexionnisme ou le connexionnisme au milieu des années 80, c'est le moment où il a commencé à vraiment s'implanter aussi bien dans le domaine des sciences cognitives que dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais qui a néanmoins connu de graves difficultés sur lesquelles je ne m'attarde pas, en partie des difficultés d'ordre sociologique, c'est-à-dire qu'à l'époque, le paradigme symbolique, après avoir lui-même traversé quelques difficultés, avait plus ou moins rétabli sa position et était devenu carrément désagréable vis-à-vis du concurrent connexionniste. Ça a d'ailleurs été le cas au tout début, quand Minsky, que certains d'entre vous connaissaient l'histoire sans doute, mais c'est quand même une anecdote, un épisode de l'histoire des sciences. Donc, Frank Rosenblatt avait créé donc le premier perceptron. Et vous avez vu dans la deuxième citation, il se pose un peu en concurrent. Il dit « Moi, j'ai les clés d'une machine qui va penser, qui va agir, qui va marcher, etc. » Exactement ce que disait Simon, qui était dans l'autre camp, dans le camp symbolique. Et Minsky aussi, qui est dans le camp symbolique. Et Minsky, en 1969, a écrit un livre pour montrer que le perceptron avait des limites indépassables, pour des raisons mathématiques, purement et simplement mathématiques. Ça a beaucoup fait pour décrédibiliser le perceptron. C'est pour ça que le tout premier connexionniste est devenu souterrain, parce que Minsky, le grand Minsky, avait prouvé que c'était impossible de passer par là. Alors en plus, il trouve que Frank Rosenblatt, qui était un champion, un yachtman, s'est noyé l'année suivante. Et donc, en plus, il y a ce côté tragique. C'est un assez jeune homme, je crois qu'il est mort à 43 ans ou quelque chose comme ça, alors que Minsky et Simon ont fait de vieux os. Alors, il y a eu de nouveau donc une sorte de blocage de la part des modèles symboliques. Il y avait à ce moment-là des revues, des concours, etc., etc. Et donc, le connexionnisme des années 80 et 90, qui pourtant avait fait des progrès, n'arrivait pas à percer. Et alors, il y a eu vraiment une espèce de campagne de la part d'un certain nombre de chercheurs de ce paradigme symbolique, dont ceux que j'appelle les trois mousquetaires, parce qu'ils sont étroitement associés. C'est eux qui ont eu le prix Turing tout récent de, je ne sais plus, 2019 ou 2018, et parce qu'ils sont trois et qu'ils sont très solidaires. Il y a ce qu'on appelle le parrain de l'IA aujourd'hui, c'est-à-dire Geoffrey Hinton, et puis il y a un petit peu deux personnes un peu plus jeunes qui sont d'une part Yoshua Bengio, qui travaille à Montréal, et d'autre part Yann Lequin, qui travaille à la fois aux États-Unis, à New York et à Paris. Donc Bengio, Hinton et Lequin se sont en quelque sorte concertés pour dire mais comment est-ce qu'on va arriver à percer. Ils ont fait deux choses. D'abord, ils ont changé le nom de connexionnisme, ils l'ont appelé Deep Learning, apprentissage profond. Alors pourquoi profond? Parce que leur modèle en réseau, en couche, comportait de plus en plus de couches, ce qui impliquait un processus d'apprentissage de plus en plus complexe. Donc ils ont appelé ça le Deep Learning. Et puis ils ont aussi décidé d'entrer dans une compétition célèbre qui s'appelait ImageNet, qui consistait à demander à des logiciels d'intelligence artificielle de reconnaître de manière efficace des images. Donc variété d'images, un kangourou, une voiture, un dauphin, je ne sais quoi, une mouche. Et chaque fois que le logiciel y arrive, il a un point, et puis on voit au bout de 20 000 tentatives, on voit combien ils ont. Donc il y a un pourcentage de réussite, et un jour,
l'un des trois mousquetaires, à savoir Bengio, avec un étudiant à lui, a présenté un logiciel qui a complètement écrabouillé tous les meilleurs logiciels symboliques. Et alors là, ça ne fait ni une ni deux. L'IA symbolique a non pas complètement disparu, mais s'est un petit peu caché. Et c'est l'IA connexionniste qui a pris le devant. Et depuis, avec l'invention supplémentaire du transformer en 2017, c'est toute l'IA générative que vous connaissez, les modèles massifs de langage, avec les GPT, ChatGPT, les modèles texte-image, Midjourney, etc., les modèles multimodaux, donc qui permettent d'aller indifféremment d'une description à une vidéo qui correspond à la description, à une photo, à une image qui correspond à la description, et inversement, à partir d'une vidéo ou d'une image fixe, d'aller à une description textuelle, ce qui est assez prodigieux, enfin, pour ceux qui ont soit qui aient des connaissances un peu générales d'informatique, soit qui aient suivi les progrès très lents de l'intelligence artificielle, c'est sidérant, c'est bluffant, il n'y a aucun doute. Alors maintenant, on a une grande question et deux formulations. La grande question, c'est est-ce que l'intelligence artificielle est sur la voie de la réussite, du coup? Parce que pendant longtemps, elle avait des prétentions monstrueuses et elle allait d'échec en échec. Enfin, c'est une façon simplifiée de lire l'histoire des débuts de l'IA. Alors maintenant, elle réussit, manifestement. Comme je viens de dire, ces modèles, et vous le savez tous, sont bluffants, inquiétants, prodigieux, etc. Donc, est-ce qu'elle est sur la voie de la réussite? Et on peut dire, comme ça, avant de creuser davantage, qu'il y a, disons, 4 positions possibles. L'une qui consiste à dire oui, elle est sur la voie de la réussite et c'est une très bonne chose, ou oui, elle est sur la voie de la réussite et c'est une mauvaise chose. Non, elle n'est pas sur la voie de la réussite et c'est une bonne chose, ou bien non, elle n'est pas sur la voie de la réussite et c'est une mauvaise chose. Les 4 positions existent, sont représentées. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par réussite? Et là, c'est là qu'on atteint le nœud du problème, et je m'excuse d'avoir été si long jusqu'à présent, c'est mes manies de vieux prof, excusez-moi. Deux façons d'imaginer ce qu'est la réussite en l'occurrence. Ou bien ça consiste simplement à dire que l'IA qui est bien partie pour conquérir différents secteurs d'activité, où conquérir signifie s'imposer comme un outil indispensable, voire permettre d'automatiser entièrement un certain nombre de tâches en se passant de l'opérateur humain. Et donc là, on regarde que ça commence à se faire en médecine, commence à se faire dans les armées, que ça se fait dans les transports, ça se fait dans les transactions financières, ça se fait en éducation, etc. Plus ou moins, n'est-ce pas? Mais incontestablement, elle est en train de pénétrer ces différents secteurs d'activité. Et la réussite, pour elle, ça consiste à les pénétrer de plus en plus et puis à les pénétrer tous. Alors, la créativité, le journalisme, qui sait un jour, les politiques publiques, etc. Ce serait ça la réussite. Ou alors, deuxième formulation, est-ce que l'IA va produire des systèmes artificiels intelligents? Et ça, je tiens beaucoup à cette notion de système artificiel intelligent, je vais en dire un mot tout de suite, qui sont véritablement intelligents, c'est-à-dire qu'ils sont capables de remplacer les humains dans leurs existences quotidiennes, conduisant, si vous voulez, à une société mixte, dont la science-fiction, évidemment, nous a rendu familiers. Il y a les, je ne sais plus comment ils s'appellent, les mutants, je ne sais pas quoi, et puis les êtres humains qui sont quasiment indiscernables et quasiment interchangeables. Et on a donc une société mixte. Est-ce qu'on est en train d'y parvenir? Et est-ce que, du coup, si on a cette population de systèmes artificiels intelligents qui vont être rapidement plus intelligents que nous, moins fatigables, moins faillibles, etc., et peut-être même super intelligents en un sens qui reste à déterminer, ils vont donc prendre le pouvoir, prendre le dessus, et nous, on sera en situation d'être leurs esclaves. Alors, là aussi, il y a 3 positions possibles là-dessus et pas 4. Ce qui n'est pas possible, c'est dire non, elle ne va pas conquérir tous les domaines et pénétrer tous les domaines jusqu'au bout.
et oui, elle va pouvoir se substituer à nous. Non, ça, c'est pas possible. Mais les autres positions sont possibles. Oui, oui, non, non, et oui, non. Et moi, je suis, pour le dire rapidement, plutôt dans la troisième case, c'est-à-dire oui, non. Je pense que l'intelligence artificielle va continuer de progresser. Je ne pense pas, ou je ne pense plus, je l'ai pensé à un moment, mais je ne pense plus qu'elle va rencontrer des limites absolument formelles. Oui, là, elle ne dira pas là. Non, non, elle va continuer de pénétrer un petit peu comme l'eau ou le gaz. Elle va pénétrer un petit peu tous les compartiments, toutes les pièces, en quelque sorte, de l'activité humaine, individuelle et collective. Mais non, elle ne va pas du tout conduire à des êtres artificiels qui seraient capables de prendre notre place, en quelque sorte, dans nos existences. Alors, il faut maintenant que je... juste cette slide très rapidement, je ne la lisais pas complètement, pour vous dire que cette idée que d'abord l'intelligence artificielle va envahir tous les secteurs de l'activité humaine et deuxièmement qu'on va arriver à des outils véritablement intelligents, c'est un peu le rêve initial, n'est-ce pas, les toutes premières citations, et je dis que ça revient. Or c'est important parce que si vous voulez, pendant très longtemps, les spécialistes d'IA disaient non, non, ne nous embêtez pas avec ça, on ne cherche pas du tout à faire des gens intelligents. Oubliez, c'est pas ça. On fait autre chose, on fait des logiciels utiles, des logiciels d'informatique avancée, pour le dire rapidement, mais pas du tout des trucs intelligents. Et là, il y a de la part justement de nos trois mousquetaires, Lequin, Bengio et Hinton, des preuves textuelles très claires que ce qu'ils visent, et donc ce à quoi ils pensent qu'on va arriver, c'est des intelligences artificielles, des systèmes artificiels intelligents, vraiment intelligents, littéralement intelligents. Et alors, ils le disent de manière indirecte, en disant, mais regardez, nous, nos machines ne sont pas encore très intelligentes, elles sont même plutôt bêtes, et on veut les rendre moins bêtes. Mais ça veut dire qu'on vise vraiment l'intelligence humaine. Voilà. Mais ils reconnaissent en général qu'il manque quelque chose. Et donc, à un moment... Jeffrey Hinton, mais c'était juste avant Generative AI, et il a changé probablement de point de vue, il dit si c'est ça qu'on vise, et c'est ça qu'on vise, on ne va pas y arriver par les moyens actuels. Il va falloir complètement recommencer à zéro, trouver une sorte de percée. Et c'est important parce que ça met un bémol très sérieux à ceux qui affirment imperturbablement que les progrès actuels de l'intelligence artificielle montrent que nous y sommes presque, avec toute cette rhétorique, en quelque sorte, de « on y est presque, on est au niveau 3 ». Là, hier ou avant-hier, quelqu'un m'a dit « oui, ouais, mais voilà, vous critiquez, vous parlez des limites, etc., mais vous parlez de l'intelligence artificielle de niveau 1, celle qu'on connaît demain, aujourd'hui. Mais demain, on aura celle du niveau 2 et au niveau 3, on y sera, l'intelligence, la conscience, les émotions, tout ça. » Cette rhétorique de Destan, en quelque sorte, répond par avance à la question qui me semble à moi complètement problématique, de savoir si on va retrouver l'intelligence humaine. Alors, pardon. Donc, qu'est-ce que je fais? Je tape sur le mauvais bouton. Voilà. Alors, une question, justement, mais là, je vais passer rapidement parce que je l'ai annoncé. Est-ce que l'IA générative n'est pas déjà la réponse, à savoir quelque chose qui est véritablement intelligente? Et il y a un papier intéressant, d'ailleurs, co-signé par un chercheur français. Il y a beaucoup de très bons chercheurs français qui travaillent, on se demande pourquoi, aux États-Unis. Et qui a un article intéressant pour les spécialistes, je vous le conseille, parce qu'il nous met au défi, nous autres qui ne pensons pas, peut-être qu'il y a vraiment intelligence générale, qui s'appelle Étincelles, Sparks of General Intelligence. Et il y a aussi, et je passe rapidement parce que je suis maintenant vraiment à court de temps, on peut se tranquilliser, et j'entends beaucoup les gens qui se tranquillisent, y compris des gens informés et réfléchis, qui se tranquillisent sur ChatGPT et disent « ouais, mais c'est normal parce qu'il a absorbé tout Internet, donc on lui demande n'importe quoi, il va chercher dans sa base de données. » Alors ça, c'est une complète incompréhension de la manière dont ChatGPT fonctionne. C'est une idée, en fait, symbolique, que ChatGPT serait comme une immense base de données qui aurait recopié, parce que c'est des gros ordinateurs, donc il aurait recopié tout ce qu'il a trouvé sur Internet. Pas du tout.
il a encodé d'une manière implicite. Et donc, ce n'est pas du tout ça. Il ne peut pas aller vous retrouver tout un article de Wikipédia et vous sortir ça. Non, non. Mais en revanche, disons, la connaissance tacite, il a une sorte de connaissance tacite de ce qu'il a trouvé, non seulement dans Wikipédia, non, et sur un prompt, sur une invite, il reconstitue en quelque sorte, de manière assez étonnante, n'est-ce pas? Il fabrique en quelque sorte une réponse adaptée. Donc, on se rassure à un peu trop bon marché sur le côté, évidemment, ChatGPT, ceci, cela, et puis ChatGPT se trompe, etc. Donc, on peut développer, d'ailleurs, vous connaissez probablement un petit peu cette question. ChatGPT nous interpelle, n'est-ce pas? Hein, voilà, on se demande comment ça marche. Et donc, déjà, on se demande comment le modèle est construit. Alors, on a, y compris des papiers des chercheurs, ce n'est pas entièrement caché, ce n'est pas une société entièrement secrète, mais ce n'est pas parce qu'on a des papiers qui vous disent ce qui se passe qu'on comprend entièrement. Et j'y viens tout de suite. Et une fois le modèle construit, on peut se demander pourquoi il y a un certain nombre d'effets tout à fait surprenants qui n'étaient pas attendus par les chercheurs qui se produisent. Il y a deux limites à notre compréhension, ça je crois que c'est important. Il y a d'abord des choses que les ingénieurs savent et ne nous disent pas. Et ce n'est pas parce que Meta et d'autres grandes compagnies, d'autres grandes entreprises vous donnent le code que vous comprenez. Un code, c'est horriblement compliqué. Ils vous donnent le code, ça ne vous donne pas du tout accès au principe de fabrication. Donc, il y a des secrets industriels que nous ne connaissons pas. Voilà, c'est comme ça. Et puis, il y a aussi le fait que les ingénieurs eux-mêmes ne savent pas très bien qu'ils sont dans la nuit complète, ils sont moins dans la nuit que nous. Sinon, on n'arriverait pas à construire ces machines. Mais il y a des tas de choses qu'ils ne comprennent pas et auxquelles ils ne s'attendaient pas. Et comment est-ce qu'ils sont tombés sur ces systèmes prodigieux? Eh bien, par essai et erreur. En raison des colossales ressources computationnelles et ressources humaines. On parle d'armées de plusieurs milliers d'ingénieurs, dizaines de milliers d'ingénieurs, qui essayent d'innombrables combinaisons de techniques informatiques, mathématiques, statistiques, etc., qui font tourner ça. Et puis finalement, ils tombent sur un truc qui marche. Et là, ils suivent un peu la piste et ils améliorent peu à peu. Donc, c'est une démarche assez empirique qui les a amenés aux modèles actuels. Et eux-mêmes sont dans l'incapacité de vous développer une théorie scientifique des modèles qu'ils ont fabriqués. Alors, je ne doute pas que cette théorie existera un jour, mais que pour l'instant, et que ça fera énormément progresser notre compréhension de l'intelligence artificielle, voire peut-être de l'intelligence humaine. Il y a actuellement des travaux tout à fait passionnants sur un certain parallélisme assez inattendu entre le fonctionnement cérébral, certains aspects du fonctionnement cérébral et le fonctionnement des réseaux profonds. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je suis en train de louper la dernière conférence NICO de Nancy Kanwisher, et cette dernière conférence était consacrée justement à ce parallèle. C'est une femme qui fait des neurosciences, qui étudie la manière par imagerie cérébrale de la manière dont les choses se passent dans le cerveau quand on fait faire au sujet différentes tâches, et elle allait parler du fait que, justement, de ce parallèle assez étonnant est vraiment inattendu entre cet univers des neurones artificiels, des réseaux de neurones artificiels en couche et des réseaux corticaux qui fonctionnent sur des tâches analogues. Alors, j'arrive au cœur de mon exposé et en même temps à la fin de mon exposé. Donc ça va être toute une aventure. Alors j'ai parlé 54 minutes et 40 secondes. 6 minutes encore? Oui, c'est très bien. Ça irait? D'accord. D'accord. Alors, donc, la question que je pose et qui est le cœur de mon ouvrage, donc j'aurais dû aller plus vite sur ce qui précède, qui est au fond un cours assez banal, si vous voulez, sur l'IA, l'histoire de l'IA. J'en arrive un peu à mon idée à moi. Donc, et mon idée à moi, c'est pas compliqué, c'est que
l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, pour le dire rapidement, peuvent être comparées en matière de capacité de résoudre des problèmes. Ça n'est pas stupide de dire que un système artificiel intelligent a pu battre le champion des mondes d'échecs. Voilà, ils étaient tous les deux devant le même problème, gagner une partie d'échecs, et bien la machine a gagné. Alors elle a gagné pour telle et telle raison. Je vous signale ou je vous rappelle que les inventeurs de Deep Blue, qui est l'ordinateur d'IBM qui a donc battu Kasparov, considéraient que ce n'était même pas de l'intelligence artificielle. Ils ne pensaient pas que l'ordinateur Deep Blue était un système artificiel intelligent. C'est intéressant, n'est-ce pas? Donc, mais enfin, bon, tout ça pour dire que comparer l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle en matière de résolution de problèmes, ça n'est pas stupide. Et les gens qui disent, ben, vous savez, l'intelligence artificielle progresse, et elle rattrape, entre guillemets, l'intelligence humaine. Ce qui n'est pas stupide là-dedans, c'est l'idée que, oui, il y a de plus en plus de problèmes qui sont résolus par la machine, alors que précédemment, ils ne pouvaient être résolus que par l'être humain. Alors, c'est quoi l'intelligence, hein? Question qu'a posée Isabelle, hein, pas mal. Alors, elle est généralement définie, il y a toute une longue histoire de la psychologie scientifique de l'intelligence, avec ses hauts et ses bas, ses éclipses et sa renaissance. Mais disons qu'on assiste depuis une trentaine d'années à une renaissance de la psychologie scientifique de l'intelligence, et que, en gros, les psychologues, les spécialistes de cette branche de la psychologie scientifique, s'accordent à peu près, avec des nuances, des notes de bas de page, etc., sur l'idée que fondamentalement, l'intelligence, c'est bel et bien la capacité de résoudre des problèmes. Alors moi, je propose de distinguer dans la notion de problème les problèmes au sens strict et quelque chose qui est différent. Donc là, j'essaye en quelques minutes de vous donner le cœur de ma théorie. Donc je pense que le problème, il doit être pris au sens strict, c'est-à-dire dont le paradigme, c'est le problème scolaire. Quand un maître demande à un élève de lui faire, je ne sais pas, une soustraction avec retenue, donc, je ne sais pas, 1283 moins 695, ben voilà, ça c'est un problème. Donc, il n'y a aucun doute dans l'esprit du professeur, dans l'esprit de l'élève, quel est le sens du problème. Maintenant, le professeur connaît la réponse, l'élève ne connaît pas la réponse, et le job de l'élève, c'est de trouver la réponse. Et une fois qu'il a trouvé la réponse, eh ben, on constate par vérification ou autre que c'est la bonne réponse. Il n'y a pas de doute sur le fait que c'est la bonne réponse. Donc l'image, là, c'est celle d'une pièce qui manque. Donc l'image du puzzle n'est pas mauvaise non plus. La pièce qui manque, et le problème consiste à trouver la pièce et la placer au bon endroit. Voilà, ça c'est un problème au sens strict. Alors je ne suis pas le censeur, je ne suis pas le maître des vocabulaires des uns et des autres. Moi comme vous, comme moi, comme tout le monde, utilisons le mot problème en plein d'autres sens. J'ai un problème avec ma compagne, ou j'ai un problème avec mon chat, ou j'ai un problème avec, je ne sais pas, le service technique de l'université. Ça veut dire difficulté, conflit, ça veut dire toutes sortes de choses. Bon, et je ne vais pas évidemment empêcher les gens d'utiliser problème en ce sens-là. Mais je pense que c'est utile de distinguer une sorte de notion technique, presque scolaire, si vous voulez, de ce qu'est le problème. Et la raison pour laquelle je le fais, ce n'est pas pour le plaisir de couper les cheveux en quatre, c'est parce que j'affirme, et évidemment il y a beaucoup de travail pour défendre cette thèse qui est discutable, j'affirme que ce dont est capable et dont sera à tout jamais capable les systèmes artificiels intelligents, c'est de résoudre des problèmes. Alors beaucoup plus compliqué bien sûr qu'une soustraction avec retenue, mais de résoudre des problèmes en ce sens-là. Alors que l'intelligence humaine, c'est une autre affaire. L'intelligence humaine, et là aussi, je ne suis pas maître du vocabulaire des gens, mais pour moi, l'intelligence humaine, c'est la capacité d'agir avec pertinence dans des situations. Et c'est sur le mot « situation » là aussi que je restreins de manière qui peut paraître arbitraire, mais qui me permet, si j'ai raison, de tracer une ligne séparatrice assez nette entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Donc pour moi, une situation, c'est
ce qui est à vous, êtres humains conscients, le plus familier. C'est tout simplement ce que vous vivez d'un instant à l'autre de vos existences. Qu'est-ce que vous vivez d'un instant à l'autre de vos existences? Maintenant, par exemple, regardez, vous êtes dans une situation, mais pas dans la situation générique d'un exposé qui n'en finit plus, de quelqu'un qui, etc., ou la situation générique d'un colloque qui commence par un exposé avec ses us et ses coutumes, etc. Non, non, je parle de la situation de chacun d'entre vous en ce moment même. C'est-à-dire, vous, mettons que l'un d'entre vous s'appelle Louis, Louis, il est assis là, il est en train d'écouter, il est en train éventuellement de penser à autre chose, et c'est la situation qui le concerne, ce n'est pas une situation. Alors, il partage, il y a des traits communs avec la situation de François, la situation de Sarah, etc. Mais ce qui m'importe, c'est cette notion de situation qui est, premièrement, singulière, elle est pointée dans le temps, elle est pointée dans l'espace, elle est pointée sur un agent conscient. C'est sa situation. Et c'est important parce que c'est sa situation au sens où il a un enjeu. C'est lui qui, d'une certaine façon, décide d'écouter, de ne pas écouter, de faire son mail, de ne pas faire son mail, de sortir de la pièce, de ne pas sortir de la pièce, d'agir de manière conforme, disons, aux usages d'un colloque, etc. C'est sa situation. Il a un enjeu. Et j'affirme, mais évidemment, il faut défendre cette idée, j'affirme que l'intelligence humaine consiste à gérer les situations au mieux. Alors j'ajoute deux choses, et je serai presque exactement dans les temps, enfin avec un petit rallonge qu'on m'accorde, j'ajoute deux choses. Les systèmes artificiels intelligents ne connaissent pas les situations. Ils n'ont pas d'enjeu, ils n'ont pas de présence, si vous voulez, personnelle et d'enjeu dans une situation. Ça sera contesté, j'espère qu'on aura une discussion là-dessus. Les animaux non humains connaissent les situations. Eux ont un enjeu, ils sont ici et maintenant dans une situation. Le chat qui se demande s'il peut sauter sur l'autre gouttière, ou le léopard qui se demande s'il va attraper la gazelle qui se demande si elle va échapper au léopard, etc. Donc les animaux ont le sens des situations, et leur intelligence animale consiste à se sortir le mieux possible ou le moins mal possible de leur situation. Il y a une différence apparemment entre les animaux non humains et l'être humain, qui est la suivante. Faire la chose correcte, faire la bonne chose, se conduire de manière appropriée ou pertinente, pour un animal, c'est quelque chose qui, en gros, je pense, en première approximation, peut s'évaluer objectivement. Si la gazelle a échappé, si le léopard a attrapé la gazelle, si le chat a réussi à sauter et atterrir sur la gouttière, ils ont agi de manière appropriée. C'est ça, pour un animal, agir de manière appropriée. L'être humain, ce n'est pas aussi simple. Il n'y a pas de mesure objective de la façon appropriée de se comporter. Alors évidemment, il y a des standards, je veux dire. En général, par exemple, Max, qui est interrogé sur cette fameuse soustraction par son professeur, l'attitude standard de Max, la façon appropriée de faire, ça va être il passe au tableau, il se conduit à peu près bien, il essaye de faire sa soustraction avec retenue aussi bien qu'il peut. C'est tout à fait approprié. Mais il y a bien d'autres choses qui sont appropriées. Il pourrait décider de quitter la classe parce qu'il a l'impression qu'il y a, je ne sais pas moi, un terroriste dans la pièce d'à côté. Il peut s'occuper de sa voisine qui se sent tout à coup mal. Il peut vouloir faire le malin pour les copains en défiant le professeur et en n'allant pas au tableau. Il y a toutes sortes de manières pour lui d'être intelligent, de se comporter de manière appropriée. Si je rencontre, chacun d'entre vous est bien meilleur joueur d'échecs que moi. Supposons que donc Louis me dise, tiens, on va jouer aux échecs. Alors, la façon appropriée de jouer aux échecs, c'est de gagner la partie. Ah, pas sûr, parce que si Louis se dit la chose suivante, si je bats le professeur Handler à plat de couture, mat en 4 coups, je vais l'humilier. C'est peut-être pas intelligent d'humilier le professeur Handler, n'est-ce pas ? Et donc, je ne vais pas gagner, je vais le laisser gagner. Puis ensuite, il va dire, mais attendez, le professeur Handler n'est peut-être pas très bon aux échecs, mais il n'est pas bête au point de ne pas s'être rendu compte que Louis l'a laissé gagner. Donc, il va être doublement
humilié. Et donc, il faut finalement que je gagne quand même la partie. Et dans cet échange, si vous voulez, dans ce jeu de raison, évidemment, mon exemple est caricatural, mais il illustre le fait que l'intelligence d'un comportement dans une situation donnée est quelque chose qui est ouvert au débat intérieur et au débat aussi au jugement d'autrui. Et c'est un débat sur lequel on peut revenir. Donc ça ressemble plutôt à un débat, disons, ce qui est approprié en matière d'intelligence, c'est un petit peu ce qui est approprié en matière d'éthique ou ce qui est approprié en matière de jugement esthétique. Ça n'est pas complètement arbitraire, parce qu'on peut échanger des raisons à ce sujet, hein, et dire que les Beatles, c'est quand même moins bien que Bach, ou mieux, ou je ne sais quoi. Hein, on peut échanger des raisons, mais il n'y a pas non plus une métrique, en quelque sorte, objective. On ne peut pas mesurer ça, mesurer l'intelligence d'un comportement dans une situation donnée à l'aide d'un double décimètre, si vous voulez. Je m'arrête là en m'excusant beaucoup d'avoir été horriblement long. Merci beaucoup pour ce très bel exposé qui a parfaitement rempli son rôle à la fois d'introduction, mais en même temps déjà de très belle position du problème et d'hypothèse. Alors je vais me permettre de poser peut-être une première question pour ouvrir le